J'ai une histoire à partager, mais je préfère rester anonyme. Tout cela s'est passé en 2022. J'avais postulé pour un emploi de relecteur à distance via LinkedIn avec une entreprise bien connue, ou du moins, c'est ce que je croyais. J'ai été contacté par courriel par un homme nommé Alexandre, qui m'a demandé mes disponibilités pour un entretien. J'ai donc passé un entretien par Skype avec Marlin, qui m'a posé une série de questions. Je n'ai jamais réellement parlé avec lui directement, ce qui aurait dû être le premier signe d'alerte, je sais. Marlin m'a informé, plusieurs minutes après que j'ai soumis mes réponses, que l'équipe de révision avait approuvé mon profil et que j'étais embauché. J'ai rempli le formulaire d'impôt avec uniquement mon nom et mon adresse, puis j'ai signé le contrat. On m'a alors informé qu'un chèque me serait envoyé, que je devrais signer et déposer dans mon compte. Ensuite, je devais utiliser les fonds pour acheter le matériel nécessaire au poste et payer un fournisseur pour l'équipement. Tout cela me paraissait un peu étrange, mais ils utilisaient beaucoup de mots-clés que j'avais envie d'entendre à ce moment-là. Un chèque à signer, des avances en argent, payer un fournisseur, acheter tout mon matériel moi-même. Tout cela sonnait comme une arnaque, mais j'étais un gars en recherche d'emploi, et eux, ils étaient une entreprise prête à m'envoyer plusieurs milliers de dollars. Quel type d'arnaque inclurait l'envoi d'argent directement vers moi? Je ne pouvais pas imaginer une telle chose, alors j'ai juste pensé que j'avais beaucoup de chance d'avoir une si belle opportunité. Mais voilà, aujourd'hui je soumets mon propre récit d'horreur. Le chèque de 3 000 $ de la soi-disant entreprise est apparu comme disponible dans mon compte courant personnel immédiatement. Je me suis donc fié à la banque qui indiquait que les fonds étaient utilisables, et je pensais pouvoir les utiliser. Le fournisseur, nommé Kim, m'a contacté par texto pour que je fasse des paiements en plusieurs versements jusqu'à atteindre les 3 000 $. J'ai fait 2 paiements de 500 $ chacun via Interac à une personne, puis un autre d'1 millier de dollars via PayPal à une autre. Je ne connaissais aucun des deux personnellement. Je sais ce que vous pensez tous. Comment ai-je pu être aussi naïf? Cet argent avait simplement apparu dans mon compte. Je pensais que c'était une sorte de protocole de la part de l'entreprise pour m'intégrer. Tout semblait officiel, et il y avait de l'argent de l'entreprise dans mon compte, ou du moins, c'est ce que je croyais. Tout paraissait légitime, et en plus, quand quelqu'un vous remet de l'argent avec des instructions, vous les suivez tout simplement, sinon c'est du vol, non? Dès que l'argent est apparu, j'ai eu l'impression d'avoir une responsabilité, sinon j'allais avoir des ennuis. Je savais que l'argent du chèque de 3 000 $ n'était pas le mien, mais je pensais pouvoir payer le fournisseur et qu'il resterait encore des fonds dans mon compte. Si j'avais su que les fonds n'étaient pas encore disponibles, je n'aurais jamais fait de transaction supplémentaire. Tout cela s'est passé durant le week-end de la fête du travail en 2022. Ce qui s'est produit, c'est que cet argent était si récent dans mon compte qu'il était en fait encore en attente. Ainsi, tout ce que j'ai payé provenait en réalité de mes propres économies, pas des 3 000 $ qui figuraient dans mon compte. Je me suis dit que je pourrais simplement faire un échange et que le nouvel argent comblerait mes retraits. Le lendemain de la fête du travail, ma banque m'a appelé pour m'aviser que le chèque était frauduleux et aucun blocage n'avait été placé sur celui-ci. Entre-temps, mon solde était dans le négatif. On m'a conseillé de ne plus contacter les personnes impliquées et de déposer immédiatement un rapport de police, ce que j'ai fait le jour même. Les 3 000 $ étaient maintenant inexistants, et en plus, j'avais envoyé tout ce que j'avais à ces fournisseurs, et même plus. Cette situation devenait désespérante. J'ai reçu un courriel d'Alexandre et un message texte de Kim concernant le reste des fonds pour que le poste de travail soit expédié à mon adresse. Inutile de dire que je n'ai pas répondu à leur demande et je n'ai jamais entendu parler d'eux après cela. J'ai gardé toutes les correspondances et déposé des rapports auprès de plusieurs agences. J'ai un emploi à plein temps et j'essayais d'obtenir un revenu supplémentaire durant une période difficile, surtout avec la pandémie de Covid encore en cours. J'ai échoué à reconnaître les signes d'une arnaque, pris dans un moment de faiblesse. J'étais en retard pour l'anniversaire de ma grand-mère le jour de mon entretien, donc cette embauche m'a semblé comme un bon signe. J'étais écœuré d'avoir été ainsi exploité, surtout quand je voulais juste faire le bien pour ma famille, dans un monde où il n'y a pas beaucoup de travail. Ma femme et moi ne vivons qu'avec un seul revenu, elle est en situation de handicap et toujours en attente de prestations fédérales. J'essayais de faire tout ce que je pouvais pour m'en sortir.
Toute cette situation nous a énormément blessés. Cela m'a particulièrement fait sentir comme un échec, même après tout ce temps. J'ai eu besoin d'appeler le 988 parce que cette expérience a été très traumatisante. J'ai également pris un congé de mon emploi après cet événement. Je souffre d'anxiété et de dépression pour lesquelles je reçois un traitement, et évidemment, tout cela a empiré après cet incident. Pour les gens à qui cela arrive, il n'y a aucun soulagement, seulement une honte écrasante. Tout ce qu'on peut faire, c'est le cacher. Dieu nous en garde si quelqu'un découvre que j'ai été escroqué, car je devrais expliquer que je suis à la fois naïf et sans le sou. Les agences à qui j'ai déposé le rapport n'ont jamais repris contact avec moi ou n'ont pas pu m'aider. J'étais complètement abattu et j'avais des pensées très sombres en réalisant cela. Heureusement, j'ai repris mes esprits et j'ai simplement essayé de gérer la situation. J'ai suivi l'affaire avec la police, mais ils n'ont pas pu faire davantage, et ils m'ont conseillé de contacter le bureau du procureur général, ce que j'avais déjà fait. J'ai tenté de travailler avec ma banque, mais on m'a informé que puisque les transactions sur PayPal et Interac avaient été initiées et autorisées par moi-même, les demandes de litige ont été rejetées. Apparemment, il existe une réglementation, appelée la règle E, qui ne protège pas les consommateurs en cas de paiement autorisé résultant d'une arnaque. Donc, je suis toujours dans le pétrin. Autant que je sache, les comptes Skype, PayPal et Interac des personnes impliquées sont toujours actifs. C'est accablant de constater qu'ils s'en sont sortis indemnes, alors que moi, je subis les conséquences. Ces gens-là ne perdent pas le sommeil, n'ont pas à fuir ni à se cacher. Ils utilisent toujours les mêmes comptes pour arnaquer. C'est incroyable qu'il y ait autant d'agences, de preuves écrites, et qu'ils ne puissent rien faire. Quelle sorte de monde est-ce où l'on peut faire cela en plein jour sans jamais se faire attraper? Je ne connais pas toutes les mesures prises par la police ni si le protocole a été respecté, mais ils ont supposé que cela venait probablement de l'étranger, comme l'agent assigné à mon dossier me l'a mentionné. Je comprends qu'il n'y ait eu aucune activité non autorisée dans mes comptes et que j'ai initié ces paiements. Cependant, je n'aurais jamais agi ainsi si j'avais su qu'il s'agissait d'escrocs. Pour moi, les fonds semblaient disponibles dans mon application mobile, ce qui est trompeur. Si j'avais su que ces fonds étaient toujours en attente, j'aurais reporté toute transaction en attendant la confirmation de la banque. J'ai payé un lourd prix pour cette erreur de jugement, me retrouvant à découvert de $2000. Depuis, j'ai pris des précautions supplémentaires et je suis bien plus prudent dans mes recherches de travail en ligne. J'ai trouvé depuis un poste à temps partiel stable et légitime et j'essaie de reprendre ma vie en main. Mais je mentirais si je disais que cette histoire ne me hante pas. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Rien qui implique de l'argent envoyé et volé de cette façon. Tout cela relevait du cybercrime, bien sûr. Mais il y a eu une nuit où quelque chose d'étrange s'est produit dans le monde réel. C'était après que j'ai compris que c'était une arnaque, mais avant que je ne fasse le rapport officiel. C'était une nuit tardive pour ma femme et moi, et même quand elle est allée se coucher, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je suis passé de la chambre au salon, puis au bureau avant de me poser dans un fauteuil en fixant le plafond, essayant de calmer mon esprit dans le silence de la nuit. C'est alors que j'ai cru entendre quelqu'un frapper à la porte. J'ai baissé les yeux et j'ai attendu, mais rien. J'ai supposé que j'avais simplement imaginé ça, conséquence de mon état d'esprit perturbé. Pourtant, ça m'a assez effrayé pour me ramener à la réalité. J'ai repris mes esprits et suis allé me coucher. Le lendemain matin, alors que je sortais prendre mon café, j'ai trouvé une lettre collée à ma porte d'entrée. C'était très inhabituel pour ma maison, surtout dans mon quartier. Vu les circonstances, j'ai pris la lettre avec précaution, je l'ai rapportée à l'intérieur et j'ai appelé l'enquêteur de mon dossier pour qu'il m'indique la marche à suivre. Il m'a dit d'attendre, qu'il devait la récupérer pour la passer en revue. Ils n'ont trouvé aucune empreinte, aucun ADN, rien du tout, juste une enveloppe blanche avec une lettre à l'intérieur. En l'ouvrant, il n'y avait qu'un seul mot. « Merci », imprimé en lettres droites. À ce jour, je ne sais toujours pas si cela était lié à l'affaire, mais le moment était impeccable, et la propreté de la lettre et de l'enveloppe était suspecte. De toute façon, cela n'a mené à rien et n'a fait que rejoindre la pile d'épreuves sans suite.
La partie la plus effrayante était de me dire que quelqu'un connaissait peut-être mon adresse, peut-être même savait que j'étais éveillé cette nuit-là. Cela m'a fait me demander à quel point mes appareils étaient compromis. À ce jour, personne n'a jamais été arrêté, et probablement jamais personne ne le sera. Vous pouvez ajouter l'insulte à l'injure, mais croyez-moi, j'ai entendu tous les reproches depuis que cela s'est produit, et j'aurais aimé que cela n'arrive jamais. J'ai voulu partager mon histoire pour éviter que ce genre de mésaventure n'arrive à quelqu'un d'autre. J'ai toujours adoré mon quartier, calme, amical, le genre d'endroit où on peut laisser sa porte ouverte sans s'inquiéter. J'ai grandi ici, dans ces banlieues charmantes, exactement ce qu'on imagine quand on pense au quartier résidentiel. On ne connaît pas tous les prénoms des voisins, ce n'est pas comme une petite ville idyllique, mais on a tous une bonne compréhension de la communauté et de comment les choses fonctionnent. La criminalité est très rare, du moins d'après mes souvenirs, mais ce genre de choses peut toujours changer. C'est pendant la pandémie de Covid que tout a basculé pour nous. Des visages inconnus ont commencé à apparaître, des gens qui ne semblaient moi pas à leur place. Ça se produisait partout au Canada aussi, j'en suis sûr. Des gens fuyaient les grandes villes, remplissaient les hôtels, et certains finissaient même par dormir dans leur voiture, garées dans les rues résidentielles. Les choses ont changé, et nous avons fini par avoir les mêmes lois et restrictions que les grandes villes. Au début, je pensais que ce n'était qu'une impression, mais au fil des semaines, j'ai réalisé que quelque chose clochait. Ce n'était pas majeur, mais ça captait mon attention. Je travaillais de la maison à cette époque et, avec moins de choses à faire, je me suis retrouvé à surveiller un peu plus le quartier. C'est là que j'ai remarqué cette vieille voiture cabossée, avec des passages de roues rouillées et des vitres teintées. Elle était garée devant la maison des Johnson, où vivent des adolescents. Peut-être qu'elle appartenait à un ami de passage, mais il y avait quelque chose d'inquiétant. « Hé, viens voir ça !» ai-je appelé ma femme, lui indiquant la voiture par la fenêtre. Elle est venue jeter un coup d'œil. « Qu'est-ce que je suis censé regarder ?» a-t-elle demandé. « Cette voiture, ça ne te semble pas bizarre ?» Elle a haussé les épaules. « Peut-être que c'est juste un ami des ados là-bas. »« Ouais, t'as peut-être raison, » ai-je dit. On a convenu que c'était étrange, mais sans rien de plus à faire, nous avons décidé de garder un œil dessus pour voir si elle partait. Et effectivement, elle venait et partait, de manière aléatoire, mais sans qu'on voie jamais le conducteur. Une semaine plus tard, j'ai remarqué que la police patrouillait dans le quartier, ce qui n'était pas habituel. On ne voyait jamais de patrouilles ici, à part pour des excès de vitesse ou des animaux perdus. Au départ, je pensais que c'était juste un hasard, ou qu'ils cherchaient peut-être des adolescents qui faisaient des bêtises. Mais au bout de quelques jours, j'ai repensé à cette voiture bizarre, et je me suis dit qu'il se passait peut-être quelque chose. J'ai même vu un agent prendre une déposition à la maison voisine de celle des Johnson. Peut-être que quelqu'un a signalé une personne suspecte, a suggéré ma femme. Ou peut-être qu'ils organisent une fête, et on n'a pas le droit d'avoir des rassemblements de plus de 6 personnes, non ? Elle avait raison, on était encore en période de restrictions strictes. En repensant à tout ça, je me suis dit que ce n'était sûrement pas grand-chose, probablement lié aux règles sanitaires. Mais ce soir-là, alors qu'on essayait de regarder Netflix, la connexion Internet s'est mise à déconner. Après quelques tentatives de dépannage, on a fini par abandonner. Plus tard dans la soirée, j'ai remarqué une voiture de police non marquée, stationnée un peu plus loin, à moitié cachée. Mon cœur a commencé à s'emballer en réalisant que tout ça semblait sérieux. « Viens voir ça !» ai-je chuchoté à ma femme en lui montrant la voiture de police. Elle a écarquillé les yeux. « Qu'est-ce qu'ils font là ?» Je ne sais pas, mais je vais découvrir demain. Le lendemain, je me suis levé tôt, impatient de parler aux voisins et, si possible, aux policiers. J'ai attendu le moment approprié pour traverser la rue et commencer à poser mes questions. Quand j'ai frappé à la porte, mon voisin, propre sur lui, a ouvert. « Salut, quoi de neuf ?» lui ai-je demandé, tentant d'être détendu. « Pas grand-chose, juste des problèmes de connexion », a-t-il répondu en soupirant. « Mais les policiers étaient là, non ? Qu'est-ce qui se passe ?» Il a hésité, regardant autour de lui nerveusement.
Pour être honnête, je ne sais pas vraiment. Ils nous ont juste posé des questions sur notre activité en ligne, puis ont pris une déclaration. On a parlé un peu plus, et j'ai mentionné la voiture suspecte, mais il ne savait rien à ce sujet. Il m'a dit que son fournisseur d'accès Internet l'avait contacté pour lui demander de débrancher son modem et son routeur. Il pensait d'abord à une arnaque, mais c'était bien son fournisseur officiel. Le lendemain, la police est venue confisquer son matériel, et il n'en a plus entendu parler depuis. En revenant chez moi, je décide d'essayer à nouveau notre Internet, mais la connexion ne fonctionnait toujours pas correctement. Cela affichait « connecté », mais impossible de naviguer sur des sites web ou d'envoyer des messages. Après quelques tentatives de dépannage sans succès, j'ai décidé de tout débrancher, puis de renommer notre réseau et de changer le mot de passe en pensant que cela pourrait aider. Alors que je terminais, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, et là, j'ai de nouveau vu cette vieille voiture pourrie. Je savais que ça devait être lié à ce qui se passait. À ce moment-là, il y a eu un coup fort à la porte. J'ai hésité, un sentiment de crainte montant en moi. Je suis allé ouvrir pour découvrir un jeune homme en haillons, l'air nerveux, qui s'éloignait de l'entrée. Il semblait sur le point de dire quelque chose, puis il s'est retourné et m'a lancé un regard glacial. « Pourquoi tu as fait ça ?» a-t-il murmuré, presque inaudible. « Quoi ? Fait quoi ?» ai-je répondu, confus. « Pourquoi tu as fait ça ?» Cette fois, il a crié, son regard enragé. C'était un moment de folie pure et je ne savais pas quoi dire. Il a secoué la tête, a tourné les talons et est parti, me laissant plus perturbé que jamais. Je savais que quelque chose d'inquiétant se passait. Entre les problèmes d'Internet, les visites de la police et cet étrange individu, tout semblait se resserrer autour de nous. Ce soir-là, j'ai raconté à ma femme tout ce qui s'était passé et elle a accepté que nous devions contacter les autorités pour comprendre la situation. Ils étaient très réactifs et sont venus le lendemain. Lors de cette rencontre, ils nous ont expliqué qu'ils cherchaient à coincer quelqu'un contre qui ils constituaient un dossier, ce même type qui avait frappé à notre porte. Son nom était Kevin ou peut-être Keith, et c'était un réfugié du Covid, nouvellement sans abri et partiellement déconnecté de la réalité. Kevin était un passionné d'informatique, doté d'une énorme expertise. Il se déplaçait en voiture à travers le pays, piratant des connexions Internet où il pouvait. Il avait commencé par squatter des réseaux publics, dans des cafés et des stations-service, mais au fil du temps, il s'était mis à forcer des réseaux privés grâce à des techniques sophistiquées. Sous l'effet prolongé de drogue et de troubles psychiques, Kevin s'était plongé dans toutes sortes de conspirations en ligne et de contenus illégaux. Personne ne savait pourquoi il était arrivé ici, ni d'où il venait exactement. La police avait accumulé des preuves et de la surveillance, puis l'avait arrêté en pleine rue, juste devant notre maison. Sa voiture était équipée de façon hallucinante, des câbles partout, des batteries, des dispositifs de ventilation bricolés dans le coffre. Il s'était même aménagé un espace de camouflage pour pouvoir se cacher dans le véhicule. C'était presque impressionnant, mais Kevin s'est fait arrêter. Sa voiture a été emportée et je ne l'ai plus jamais revue. J'espère sincèrement qu'il a pu se remettre sur le droit chemin. Les drogues, les événements mondiaux comme le Covid, tout cela a des effets étranges sur les gens. Mais je suppose que rien ne perturbe plus quelqu'un que le monde d'Internet. J'ai une histoire qui semble sortie du web sombre, ou quelque chose d'approchant, je ne sais pas trop. Mais c'était sans aucun doute l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. Cela s'est passé en 2013 ou 2014, pendant ma deuxième année de lycée, car aucun d'entre nous ne conduisait encore. Je suis une fille, et la plupart de mes amis étaient aussi des filles à l'époque. Nous aimions errer dans le centre-ville jusqu'à ce que nos parents nous obligent à rentrer. Comme nous vivions tous assez près, ce n'était pas compliqué de se retrouver au coin d'une rue et de faire les malignes avec les gens en promenade du soir. Le quartier des arts du centre-ville était notre terrain de jeu au lycée. Nous passions des heures à explorer les rues animées, à admirer les fresques murales et à siroter des cafés dans des endroits branchés. Il n'y avait pas grand-chose à faire dans notre ville, alors c'était soit se balader en ville, soit se faire expulser du centre commercial. Comme nous préférions tous être dehors, nous restions sur les trottoirs. Un soir,
En passant devant une ruelle faiblement éclairée, nous sommes tombés sur un groupe de jeunes qui se tenaient en cercle autour de quelque chose sur le mur. Notre curiosité éveillée, nous avons décidé d'y revenir plus tard pour voir ce qu'ils faisaient. Leur comportement était étrange. Dès que nous avons passé l'entrée de la ruelle, ils se sont tous redressés et ont agi comme si de rien n'était, comme s'ils n'essayaient pas de cacher quelque chose. Une fois que nous étions partis, ils sont retournés à leur mur, tripotant à nouveau ce qui s'y trouvait. Vu le peu d'activité pour les ados en centre-ville, nous étions totalement fascinés par ce qu'ils pouvaient bien faire. Nous nous sommes postés près d'un lampadaire un peu plus loin et avons attendu qu'ils finissent par sortir. Au bout d'environ 1 heure, ils sont enfin partis. Mais qu'est-ce qui pouvait bien les intéresser à ce point? Nous les avons attendus jusqu'à ce qu'ils disparaissent de notre champ de vision, puis nous sommes retournés à l'endroit où ils se trouvaient. Le soleil commençait à se coucher derrière les toits, projetant de longues ombres. L'air semblait plus lourd, et un silence étrange nous enveloppait, comme si les briques et le béton nous isolaient du reste du monde. Bien que le soleil déclinait, l'endroit était plus sombre que prévu, et on distinguait difficilement les détails. Nous avons approché le mur, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu crois qu'il faisait ici ?» a chuchoté mon amie Émilie, les yeux scrutant les murs. Je secouai la tête, le regard fixé là où les jeunes avaient été. C'est alors que j'ai remarqué un port USB incrusté entre les briques, étincelant faiblement dans la lumière déclinante. Un port scellé dans le mur, juste là, accessible à quiconque voudrait s'y connecter. « Regardez ça !» ai-je murmuré. Elles se sont toutes rassemblées autour de moi, leurs visages reflétant un mélange de fascination et de crainte. Le port semblait incongru, comme un secret dissimulé à la vue de tous. « C'est vraiment bizarre », a murmuré Émilie, la voix tremblante. J'ai ri et lui ai donné une petite tape sur l'épaule pour alléger l'atmosphère. « Oh, allez, Émilie. Les autres jeunes s'en servaient, c'est sûrement rien de bien méchant, un truc d'anime ou autre. » On a toutes éclaté de rire. C'est vrai qu'on avait vu d'autres jeunes jouer avec, alors ce n'était pas comme si un type louche en imperméable se cachait dans la ruelle. Pourtant, j'étais intrigué, alors j'ai demandé « On regarde ce qu'il y a dessus ?»« Je ne sais pas », a répondu Émilie. « Allez, c'est probablement rien », ai-je rétorqué. Mes amis ont échangé des regards hésitants, mais j'étais décidé. J'ai fouillé dans mon sac à dos et sorti quelques câbles adaptateurs. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» a demandé mon amie Sarah, les yeux grands ouverts d'inquiétude. Elle était déjà connue pour être un peu rabat-joie, alors je n'y ai pas trop fait attention. Avec un sourire et le cœur battant d'excitation, j'ai branché le port USB à mon téléphone. Le téléphone a vibré et s'est mis à télécharger des gigaoctets de données. J'étais impatiente de voir ce qu'on pourrait découvrir, peut-être un journal secret, qui sait. En y repensant, je me sens bête d'avoir connecté mon propre téléphone à un port USB trouvé au hasard. Mon téléphone s'est redémarré, et nous avons attendu en silence, les yeux fixés sur l'écran. Qu'est-ce qu'il allait afficher? Quel secret allait se révéler devant nous? Nous avons commencé à parler et à rire, un peu soulagés de voir que rien n'explosait. Le téléphone a redémarré sans problème. Nous avons toutes soupiré de soulagement et continué notre chemin. J'ai tenté d'accéder au fichier que j'avais téléchargé, mais je ne trouvais rien. Je me suis dit que je vérifierais plus tard et que je supprimerais tout si nécessaire. La soirée s'est poursuivie sans incident, jusqu'à ce que le couvre-feu nous oblige à rentrer. J'ai fait le chemin de retour seul en bidouillant mon téléphone, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Pas de nouveaux fichiers, rien dans mon historique, ni dans mes téléchargements. Rassuré, je suis allé me coucher. Les jours passant, cependant, mon téléphone a commencé à se comporter bizarrement. Les applications s'ouvraient et se fermaient toutes seules. Des messages sans sens étaient envoyés à mes amis. Mes applis bancaires étaient inutilisables et je ne pouvais même plus consulter mes courriels. Je me sentais de plus en plus impuissante, mais j'avais trop honte pour en parler. Ce qui me préoccupait le plus, c'était mes applications bancaires. Même si j'étais jeune, j'avais quand même une carte bancaire. J'avais peur que cette chose dans mon téléphone puisse s'introduire dans des aspects plus sensibles de ma vie. Malgré cela, j'étais assez immature pour ignorer le problème. Un jour, mon ordinateur portable s'est mis à planter et, au redémarrage,
L'écran d'accueil affichait un message inquiétant. « Tous vos secrets nous appartiennent. » J'ai senti comme si quelqu'un m'observait, attendant que je fasse une erreur de plus. J'étais terrorisé, me demandant à quel secret il faisait référence. Je finis par refermer l'écran, espérant que tout rentrerait dans l'ordre. Mais je n'étais pas la seule à avoir des soucis. Mon père se plaignait que son téléphone avait des bugs, ma mère avait des problèmes avec la connexion Internet. Au fil de la semaine, notre maison entière était hantée par des bugs. L'Internet coupait et revenait sans cesse, les appareils intelligents s'activaient seuls, les applications agissaient de façon erratique. Et moi, seul, je savais d'où provenait tout ça. J'avais apporté quelque chose de sinistre dans notre maison, quelque chose que je ne pouvais pas gérer seul. Mais que pouvais-je faire? Avouer, c'était me dénoncer moi-même. Une nuit, alors que je me couchais, notre système de sécurité s'est déclenché avec une alarme assourdissante. C'est terrifiant d'être réveillé par un tel bruit qui fait vibrer le sol sous vos pieds. Mes parents et moi nous sommes précipités au salon, le cœur battant. Mon père vérifia les portes, mais il n'y avait personne. Il tenta de désactiver l'alarme, sans succès. Puis l'impensable se produisit. L'alarme cessa et une voix froide résonna à travers l'interphone. « Bonjour, nous pouvons vous entendre. »« Qui est-ce » hurla mon père. La voix répondit « Tous vos secrets nous appartiennent désormais. » Je suis devenu livide, m'effondrant contre le mur. Ma mère vint pour me réconforter tandis que mon père coupait l'alimentation du système de sécurité. C'est à ce moment-là que je me suis effondré et ai tout avoué à mes parents. Ils étaient choqués, bien sûr, mais ils sont rapidement passés en mode crise, notant tout ce que je pouvais leur dire. Ils étaient furieux, mais nous étions déjà en plein dedans. Cette nuit-là, nous avons tous dormi dans la même pièce, au cas où il se passerait quelque chose d'autre. Le lendemain, mes parents ont contacté la police ainsi que divers experts en sécurité numérique. Ils ont fait un rapport et on nous a donné des instructions pour limiter les dégâts. En fin de compte, nous avons dû remplacer tous nos appareils électroniques et certains systèmes de notre maison. Nous avons changé tous nos identifiants, mis en place des mots de passe hyper sécurisés et un réseau privé virtuel pour protéger notre maison. Le port USB a été extrait du mur, mais il n'a rien révélé de particulier, hormis quelques essais d'écriture adolescents, de la poésie bâclée et des codes sans intérêt. Les enquêteurs ont conclu qu'il n'y avait aucun virus, rien de dangereux. C'était comme si quelque chose avait pénétré mon téléphone puis s'était propagé. Nous avons dû remplacer tous nos appareils, changer chaque mot de passe et traverser un processus long et pénible pour sécuriser nos vies numériques. C'était un cauchemar que j'avais bêtement invité chez moi. Mais en luttant pour retrouver notre sécurité, je me suis rendu compte de notre chance. Nos finances étaient intactes, notre vie privée respectée, et nous avions échappé à la honte de nous faire pirater. Beaucoup perdent tout face à des escrocs et des hackers, donc nous en être sortis intacts était vraiment une bénédiction. J'ai appris une leçon amère. Il ne faut jamais s'aventurer dans des choses qu'on ne comprend pas et ne jamais sous-estimer l'inconnu. C'était comme défier un taureau furieux, sans moyen d'échapper à son courroux. Depuis ce jour, je traite la technologie avec respect et je n'ignore plus la sécurité de mes appareils. Le souvenir de ce port USB et de son message sinistre reste gravé dans mon esprit, un rappel constant des dangers qui se cachent dans l'ombre du monde numérique, des dangers que nous ne percevons même pas. Vous ne voudriez pas, vous aussi, que tous vos secrets leur appartiennent, n'est-ce pas? Je n'oublierai jamais le jour où j'ai entendu parler du dark web et des choses folles qu'on pouvait y trouver. Au lycée, mes amis et moi adorions les légendes de l'Internet. Nous passions beaucoup de temps à traîner sur des sites comme Reddit ou des forums anonymes pour découvrir des trucs bizarres, nouveaux ou anciens. On ne cherchait rien de particulier, mais on adorait l'effet de choc, cette impression qu'on pouvait tomber sur n'importe quoi d'imprévisible. Je pense que ma génération a été attirée par ce genre de comportement à cause de trucs comme LimeWire. Nous étions la première génération de jeunes à recevoir des appareils électroniques et une connexion Internet sans vraiment de supervision. C'était l'époque où quelqu'un pouvait entendre parler de quelque chose et aller le découvrir directement en ligne.
Beaucoup d'entre nous téléchargeaient surtout de la musique et des vidéos, mais d'autres avaient appris qu'on pouvait quasiment tout télécharger depuis LimeWire. Ce logiciel est devenu une sorte de roulette russe où on ne savait jamais vraiment sur quoi on allait tomber. Une minute, on pense télécharger une chanson de My Chemical Romance et à la place, on reçoit une vidéo de décapitation. Comme vous pouvez l'imaginer, le dark web nous fascinait. Au début, ce n'était qu'un sujet de discussion, des rumeurs entendues, des histoires d'horreur lues en ligne, des choses inventées, mais la fascination était là, et elle ne nous quittait pas. Finalement, cette curiosité était là, jusqu'au jour où nous avons décidé d'y aller. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Le dark web, c'est la dernière frontière, l'endroit où on peut vraiment explorer et peut-être voir quelque chose que personne d'autre n'a vu. Nous avons commencé à nous renseigner sur ce qu'il fallait pour y accéder. Aucun de nous ne voulait utiliser son propre appareil pour cette expérience, alors nous avons pensé acheter un vieil ordinateur d'occasion. Bien sûr, étant encore lycéens, nous n'avions pas beaucoup d'argent pour ça. Un jour, l'envie d'y aller était trop forte. Je me suis dit que ce n'était pas comme si accéder au dark web était illégal. Tout dépend de ce qu'on y fait. J'ai donc dit à tout le monde que j'allais trouver un moyen avec mon propre ordinateur à la maison. Cela m'a pris quelques jours de recherche pour comprendre comment y accéder. Je ne vais pas vous expliquer en détail pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs, mais je dirai seulement qu'il faut un navigateur spécial. Si vous voulez vraiment y aller, vous devrez découvrir le reste par vous-même. Après avoir installé les modifications nécessaires, j'ai téléchargé le logiciel requis et j'ai commencé à explorer. Accéder au dark web est en fait plus facile qu'on le dit. Le plus difficile, c'est de s'y retrouver. Il n'y a pas d'URL comme sur l'Internet normal, il faut connaître les adresses web spécifiques pour trouver les sites. Cela empêche n'importe qui de débarquer sur le dark web pour y faire du tourisme. Pas découragé, je suis allé sur un forum anonyme où les utilisateurs anonymes m'ont donné quelques conseils, en me disant surtout de faire attention. Après une nuit à poser des questions et à négocier, quelqu'un m'a finalement donné un lien copié-collé vers une liste d'URL du dark web. Il y en avait des milliers. Je me souviens d'avoir eu la tête qui tournait en voyant ça. Je ne pouvais même pas imaginer tout ce que cette liste pouvait contenir. J'ai commencé comme n'importe qui le ferait, un lien à la fois. J'étais déçu de tomber sur un site web mort au premier lien que j'ai essayé. J'ai cru m'être fait avoir. Les 10 ou 20 premiers liens menaient tous à des sites inactifs, mais je ne voulais pas abandonner. J'avais passé une année à parler des merveilles de cet endroit, alors je ne pouvais pas renoncer. Je fis donc ce que tout jeune sensé aurait fait. J'ai sauté plusieurs liens pour trouver le plus louche que je pouvais et les suivis. Et cette fois, le site était bien actif. C'était un genre de marché en ligne, et comme vous pouvez l'imaginer, les articles en vente n'étaient pas ceux qu'on trouve en magasin. Je suis tombé sur un site étrange où l'on pouvait acheter toutes sortes d'échantillons d'urine. Ça semblait surtout être de l'urine propre, du genre qui passe les tests de dépistage de drogue. J'ai un peu fait défiler la page pour m'assurer de ne rien manquer, en bon explorateur que j'étais. Mes amis étaient époustouflés quand je leur ai raconté. Ils n'en revenaient pas que j'ai réellement trouvé quelque chose et que j'ai fait tout cela depuis mon ordinateur à la maison. Ils ont commencé à me demander si j'étais fou et si le FBI surveillait déjà ma maison. Malgré leur sarcasme, ils voulaient tous voir ce que j'avais trouvé. Pendant les semaines suivantes, mes amis venaient après les cours, généralement quand mes parents étaient au travail, et on essayait des URL au hasard dans la liste. Cette liste était hébergée sur un vieux site de partage de texte, donc n'importe qui pouvait y faire des modifications. Il nous arrivait de voir quelqu'un supprimer un lien ou en taper un nouveau en bas de la liste. Nous avions même notre propre liste de sites visités et de sites inactifs. Je ne peux même pas vous dire toutes les choses étranges qu'on a vues. On a commencé par ce site bizarre d'urine, mais ce n'était que le sommet de l'iceberg. Ce genre de site est maintenant accessible sur Internet classique, mais on voulait aller plus loin. Une semaine, nous avons exploré un autre marché qui fonctionnait davantage comme un forum. Ce n'étaient pas des produits, mais des services qui étaient proposés. Les membres de ce forum se prétendaient tueurs à gages, chacun avec des spécialités et des types de cibles différents. Le prix de base pour une cible ordinaire semblait être d'environ 20 000 €. Les cibles de haut niveau montaient jusqu'à 100 000 €, avec 50 000 d'avance et le reste après l'exécution. Le vendeur n'acceptait que des devises américaines ou russes,
C'était impressionnant, mais impossible à vérifier, et on se demandait si ce n'était pas du simple jeu de rôle. En fouillant le site, un petit symbole bleu est apparu dans le coin supérieur droit de mon écran, ressemblant à un œil de la taille d'un ongle. Je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était une notification du navigateur. Mais quand j'ai éteint l'ordinateur plus tard, le petit œil bleu était toujours là, collé sur mon fond d'écran. J'ai tout tenté pour l'effacer. Redémarrage, arrêt prolongé, scan antivirus, nettoyage de logiciels. Rien n'y faisait. Malgré ce petit œil, nous avons continué nos explorations. Quelques semaines plus tard, nous avons trouvé un site de hackers et de pirates de données avec des CV de hackers, des services de keylogger et d'accès en arrière-plan. Curieusement, ce site ne nous faisait pas peur. On y a traîné un moment jusqu'au jour où le petit œil bleu a disparu. On a éclaté de rire, pensant qu'il n'y avait rien de grave. Puis le site est devenu gris et une boîte de texte est apparue à l'écran. On a crié de joie comme si on avait gagné un niveau de jeu vidéo. Le message disait à peu près ceci. « Bonjour, je suis un des administrateurs de ce site. Nous enregistrons tout le monde qui passe, mais je vous observe depuis votre première visite. Je suis sûr que vous n'avez aucune intention d'acheter ou d'utiliser les services. Je pense même que vous n'avez pas les moyens de les payer, car vous êtes un groupe de lycéens qui ne comprennent pas dans quoi ils se sont engagés. » Il ajouta qu'on n'était pas en danger, mais que d'autres pourraient ne pas apprécier notre présence à cause de la nature sensible du site, peuplé de hackers prêts à profiter de connexions vulnérables. Il m'a aussi demandé si j'avais remarqué le petit œil bleu sur mon écran. J'ai répondu que oui. L'administrateur m'a expliqué qu'un intrus s'était accroché à mon ordinateur sur l'un des sites et surveillait tout ce que je faisais. La personne ne pouvait pas me voir directement, mais elle pouvait observer tout ce que je faisais sur Internet. Il m'a ensuite conseillé de partir et de ne plus revenir. Un de mes amis audacieux a tapé « Comment on sait que c'est vrai ?» L'administrateur a alors répondu avec mon nom complet, mon adresse, les noms de mes amis dans la pièce et le nom de notre lycée. On a fermé le navigateur en catastrophe et je ne suis jamais retourné sur le dark web depuis. Un soir, en cliquant au hasard sur des sites en naviguant sur le réseau Tor, je suis tombé sur un site avec une devinette et une boîte de texte pour entrer la réponse. Après avoir résolu l'énigme, j'ai été redirigé vers une autre page avec un message codé et une nouvelle boîte de texte. Chaque page était un casse-tête, de plus en plus difficile à chaque étape. J'avais 15 ans et je n'étais pas vraiment doué pour ce genre de choses. J'ai donc cherché un forum où d'autres personnes en avaient aussi fait la découverte et en discutaient. Apparemment, sur la dernière page, il y avait une date et une citation d'Alice au pays des merveilles. Je pensais que ce site était juste une sorte de divertissement pour des experts en cryptage et en programmation, mais certains spéculaient que c'était peut-être un site de recrutement pour des hackers, un peu comme le mystérieux Cicada 3301. Dans tous les cas, ça me mettait mal à l'aise. Malgré mes peurs, je ne pouvais pas détourner le regard. J'adorais décoder des messages secrets, et ça semblait être un vrai casse-tête. Le forum que j'avais trouvé est rapidement devenu très utile, presque comme un guide de jeux vidéo, et il m'a aidé à résoudre certaines des énigmes les plus avancées. Bien sûr, je voulais toutes les résoudre par moi-même. Tout bon codeur sait qu'il y a souvent plus d'une façon de résoudre une énigme, et les résultats peuvent varier. Après quelques heures chaque jour après l'école, j'arrivais finalement à la dernière page, celle où tout le monde semblait être bloqué. Une date, une citation et une chose de plus. Il y avait une horrible tête de cochon ensanglantée posée sur le bord d'une table, à côté du texte. Peut-être que ce n'était même pas un masque, mais une vraie tête de cochon coupée. C'était tellement gore. Certains sur le forum prétendaient qu'il y avait des niveaux supplémentaires après celui-ci, mais la plupart des experts disaient que la page avec la citation et la date était bien la dernière de l'énigme. Je ne savais pas qui croire, mais j'avais déjà investi tellement de temps et de curiosité que j'ai décidé de continuer. J'ai contacté l'un des utilisateurs qui disait avoir réussi à aller plus loin, pour lui demander comment il avait fait. Il ne m'a pas répondu tout de suite, mais après quelques messages, il est revenu en colère, avec toutes sortes de menaces. Pour lui, ce n'était pas un jeu, c'était une course pour gagner quelque chose de précieux. Alors, il voulait garder ses progrès pour lui-même.
Il m'a menacé de pirater mon ordinateur et de me causer toutes sortes d'ennuis si je le dérangeais encore. Cela n'a fait qu'attiser mon intérêt, comme vous vous en doutez. En tant que vrai passionné d'informatique, j'avais quelques dispositifs pour masquer mon adresse IP et éviter les intrusions. Une semaine plus tard, d'autres codeurs avaient progressé au niveau suivant, et j'en faisais partie. Je ne vais pas trop détailler ce qu'était cette étape, mais on a découvert qu'il y avait un code caché dans la date et la citation sur l'écran. En entrant les caractères manquants, on accédait à une nouvelle page. Celle-ci affichait une question avec une boîte de texte et un minuteur de 3 minutes, ainsi que le reste du corps du cochon ensanglanté. Là, j'ai compris que ce n'était pas un masque, c'était vraiment des photos horribles d'un animal décapité. L'aspect macabre de la photo rendait la concentration difficile et le minuteur empirait tout. Lorsqu'il atteignait 0, on était renvoyé à l'énigme précédente et il fallait attendre 24 heures pour réessayer. Le piège était que chaque retour raccourcissait le minuteur de 30 secondes. Nous avions seulement 6 tentatives pour résoudre cette énigme, sinon c'était fini. Ce niveau a pris plus de temps au forum à être résolu, car personne ne voulait gaspiller ses tentatives. Après 9 ou 10 jours, les gens commençaient à abandonner les uns après les autres, incapables de rester à l'écart de cette ultime tentative. J'ai tenté de rester patient, passant des nuits à essayer de résoudre l'énigme sur papier pour ne pas gaspiller mes essais. Ce n'était pas suffisant. Finalement, après avoir discuté avec quelques autres codeurs, j'ai décidé de tenter ma chance. Évidemment, tout ce que j'avais préparé sur papier s'est révélé inutile, et mon écran est resté figé sur le puzzle précédent. Il ne me restait plus qu'à observer le forum, sans pouvoir avancer. Je suis resté quelques jours de plus pour voir si quelqu'un progressait, puis j'ai fini par me lasser et suis passé à autre chose. Le dark web est vaste après tout, et il y a tant d'autres choses à y voir. Je n'avais pas totalement échoué, car il me restait une dernière tentative, au cas où je trouverais la solution ou si elle était publiée quelque part. Mais j'ai fini par oublier cette énigme en explorant d'autres recoins sombres du web. Moins d'une semaine plus tard, j'ai reçu un courriel d'un compte crypté. Ce n'était pas seulement le message lui-même qui était crypté, mais l'adresse de l'expéditeur était aussi illisible et impossible à tracer. Je n'avais aucun moyen de répondre, car pour moi, ce compte n'existait pas. J'ai eu un mauvais pressentiment dès que j'ai vu l'origine du message. Il contenait un message simple. Continue. Tu étais vraiment proche, et on aimerait te voir réussir. Donne-toi une dernière chance. De la part de tes amis de l'autre côté. J'ai commencé à transpirer avant même d'avoir terminé de lire le message. Toutes les précautions que j'avais prises étaient inutiles. Quelqu'un du dark web avait trouvé mon adresse mail personnelle et m'avait contacté. Cela signifiait qu'il connaissait probablement aussi mon nom, mon adresse, tout ce qu'il fallait savoir sur moi. Je me suis mis à craindre tous les appareils électroniques de la maison. C'est à ce moment-là que mon intérêt pour le dark web a viré au cauchemar. J'ai tout arrêté. Je ne faisais plus rien en ligne. Dès que je rentrais, je débranchais le Wi-Fi et je n'utilisais Internet que pour des choses essentielles. Je ne dormais plus, anxieux, redoutant le moment où ma vie allait s'effondrer. Serait-ce par un autre email, un appel, un message? Finalement, le contact est venu de la façon la plus inattendue, par la poste. Un jour, en rentrant du lycée, j'ai trouvé une lettre qui m'attendait sur le comptoir de la cuisine. Au début, cela ressemblait à un courrier indésirable, du genre « Vous avez gagné ». Puis j'ai vu le symbole imprimé à côté de l'entête. C'était une image de tête de cochon, mais cette fois, le cochon souriait et faisait un clin d'œil, sans toute cette horreur. J'ai ouvert l'enveloppe, les mains tremblantes, espérant presque y trouver de l'anthrax pour en finir là. À l'intérieur, il y avait une photo et une petite carte blanche où il était écrit « Tu as travaillé si dur ». La photo, c'était moi, penché sur mon ordinateur, travaillant sur le dernier puzzle. Il semblait que l'image avait été prise via ma webcam ou un autre programme. Je me voyais, assis à mon bureau, un doigt contre ma tempe, fixant les idées que j'avais écrites sur du papier. Voir ça m'a retourné l'estomac, détruisant en un instant toute impression de sécurité. J'ai pris l'enveloppe et son contenu, et je les ai brûlés dans la cheminée,
la sueur dégoulinant sur moi pendant que tout se réduisait en cendres. Il ne s'est jamais rien passé de plus après cela, mais le simple fait que cela soit arrivé a changé ma façon de voir le monde. Maintenant, je ne fais presque plus rien en ligne, et quand je le fais, c'est derrière plusieurs couches de sécurité. Personne n'est en sécurité, nulle part, sur le web. Je pense que c'était en 2012 ou à l'époque où Silk Road était au sommet de sa popularité. Mon ami m'avait raconté qu'il avait commandé de la MDMA là-dessus et il avait vraiment reçu le colis par la poste. Je lui ai demandé de me montrer comment il avait utilisé le programme, qui s'appelait Tor, je crois. Je ne suis pas très doué en informatique, donc je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment un programme. Bref, on a passé une bonne partie de l'après-midi à s'émerveiller de tout ce qu'on pouvait acheter. À un moment donné, on est tombé sur une annonce où quelqu'un proposait des enfants en vente. L'offre était qu'on pouvait préciser les caractéristiques de l'enfant souhaité, et selon la difficulté à trouver ce type d'enfant, on pouvait payer entre 5 000 et 50 000 euros pour le recevoir. Il y avait même des photos de certains qu'il avait en stock, souvent nus dans une pièce sale. Ou alors, on pouvait aussi chercher et capturer soi-même les enfants. On a immédiatement éteint l'ordinateur et on n'y est pas retourné pendant plusieurs jours. J'aurais aimé qu'on appelle la police, mais on était des gamins stupides, effrayés d'avoir des ennuis à cause de la drogue de mon pote. On n'a plus touché au dark web après ça, mais on a essayé la MDMA qu'il avait reçue, et franchement, c'était l'une des meilleures qu'on ait jamais eues. J'étais choqué qu'il ait pu commander ça directement à son domicile à partir d'un site caché. Quelques semaines plus tard, mon ami m'appelle et me dit de venir chez lui immédiatement. Ce n'était pas son genre, mais j'ai dit d'accord et lui ai dit que je passerais après le boulot. Quand j'arrive, je le trouve assis sur son Porsche, en train de fumer cigarette sur cigarette, comme s'il avait vidé tout un paquet. C'était un signal d'alerte dès le départ. En entrant, il me raconte qu'il a reçu du courrier aujourd'hui, quelque chose venant du dark web. Je hoche la tête, m'attendant à ce qu'il me dise qu'il a commandé d'autres drogues. Mais non, il n'avait rien commandé, donc en voyant une enveloppe, il a paniqué et ne l'a même pas ouverte, préférant m'appeler. Je suppose qu'il voulait que je sois témoin, au cas où. L'enveloppe était blanche, avec seulement son nom et son adresse dessus. Il l'a ouverte, et y a trouvé une lettre contenant un lien vers un site web. Le message disait quelque chose comme « Nous avons fait une erreur en visitant le site de vente d'enfants, et maintenant nous sommes impliqués dans une affaire plus grande. » Il disait qu'on devait visiter ce lien avant minuit, sinon nos recherches sur le dark web seraient rendues publiques à nos amis, notre famille, les autorités locales, tout le monde dans notre ville. On était pétrifiés. Qui sont ces gens? Il faisait même référence à plusieurs personnes, comme s'il savait qu'il n'était pas seul. Je me suis retrouvé embarqué là-dedans par simple association. Je me suis promis que ce serait la dernière fois que je dirais oui à quelqu'un me proposant de voir un truc cool. Mon pote a sorti son ordinateur portable, a lancé le programme et a commencé à taper l'URL lentement, caractère par caractère. Avec horreur, nous avons atterri sur un site qui diffusait une vidéo de mon ami et moi en train d'utiliser l'ordinateur, avec l'audio en plus. En gros, si quelqu'un avait ce lien, il pouvait nous voir et nous entendre consulter un site de vente d'enfants. Je me suis senti tellement incriminé, même sans avoir fait quelque chose d'illégal. J'avais la nausée en regardant. Sous la vidéo, il y avait un message qui disait « les garçons, que devrions-nous faire de tout ça ?» Et en dessous un autre lien. Nous ne pouvions pas cliquer dessus, donc mon ami a dû le taper à nouveau, un caractère à la fois. Cette fois, nous avons été redirigés vers un reçu électronique pour l'achat de MDMA de mon ami. Il y avait le montant, le portefeuille crypto utilisé pour le paiement, l'adresse IP correspondante et son adresse à domicile. En haut de l'écran, un texte disait « Les choses se compliquent, vous n'auriez pas utilisé ça, n'est-ce pas ?» Et à côté une icône de tête de mort comme un symbole de produit toxique. Bien sûr, il y avait encore un autre lien. À ce moment-là, mon ami était en train de perdre la tête, absolument certain qu'il allait finir en prison. Ces gens semblaient prêts à monter un dossier accablant pour toutes sortes de crimes. On ne savait pas quoi faire, par où commencer. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était suivre les liens. Quand il a saisi la nouvelle URL,
Une page vierge s'est affichée avec un écran vidéo. Sur cet écran, on nous voyait de nouveau. Mais cette fois, on ne faisait que fixer l'écran, comme hypnotisé. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une vidéo enregistrée, mais une retransmission en direct par la caméra de l'ordinateur. En regardant, une bannière de texte est apparue au-dessus de la vidéo disant « Accès gratuit de 24 heures, à regarder sans modération ». En faisant défiler la page, on a trouvé tout un menu avec d'autres liens. Comme c'était l'ordinateur de mon ami, la plupart des titres le concernaient lui. Des vidéos de lui dans sa salle de bain, pendant ses moments d'intimité, tout était capturé et accessible. Il a simplement secoué la tête, le regard perdu. Quant à moi, j'étais impliqué mais dans une moindre mesure. Heureusement, il n'y avait pas de vidéo de moi dans des situations embarrassantes. Puis une alerte est apparue, demandant « Voulez-vous que cela disparaisse ?» avec des options « Oui »,« Non » ou « Plus tard ». Mon ami a cliqué sur « Oui » immédiatement, malgré mes protestations. On ne savait pas à qui on avait affaire. Je pensais honnêtement qu'on tombait dans un autre piège. Il s'est écarté de la caméra pour les laisser faire. À partir de là, les maîtres chanteurs ont affiché un menu de tarifs que mon ami pouvait payer pour faire disparaître chaque vidéo. Et ce n'était pas donné. Des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Il n'y avait aucun moyen de vérifier si l'échange était fiable. Donc, il ne pouvait que jouer et faire confiance à ces cyberpsychopathes. Ils lui ont demandé les détails de son portefeuille crypto, qu'il a donné, ce qui leur a permis d'y accéder sans pouvoir directement en vider le contenu. Ils ont donné leur propre portefeuille en échange et ont demandé un premier paiement. Il leur a envoyé l'argent et là, sous nos yeux, une des vidéos a disparu de la liste. Ce n'était pas vraiment un soulagement, mais c'était mieux que rien. D'après ce que j'ai entendu, ils continuent de les payer à ce jour, eux. En naviguant sur le dark web, j'ai trouvé un bon nombre de sites qui répertoriaient des informations assez douteuses, comme des techniques de torture extrêmement détaillées, des signes pour savoir quand arrêter avant de tuer quelqu'un, des listes détaillées de matériaux pour fabriquer des bombes, et comment les connecter à un système de détonation par téléphone portable. Il y avait aussi des livres sexuels étranges, chacun classé dans une section dédiée. Torture, explosifs, sexualité, et ainsi de suite. Cela me rappelait un peu le manuel de l'anarchiste, une sorte de fourre-tout de tout ce que le gouvernement préférerait qu'on ne possède pas. Comment fabriquer du LSD dans sa baignoire, des mines artisanales, comment repérer ou empêcher l'hypnose, et ainsi de suite. On trouvait aussi de nombreux plans pour fabriquer des armes comme des fusils à un coup ou des lance-flammes. Je ne suis jamais allé sur les sites pornographiques du dark web. Je peux trouver ce dont j'ai besoin sur le web normal. Les sites du dark web sont souvent extrêmes et présentent du contenu illégal. Si on ne navigue pas avec une connexion sécurisée, c'est la meilleure façon de se faire prendre dans des coups montés ou des tentatives de chantage, comme celles qu'on pourrait imaginer venant d'un réseau de chantage international. Beaucoup de ces sites répugnants existent pour obtenir des informations sur les utilisateurs. Le contenu satisfait peut-être certains, mais l'information et le chantage leur procurent le vrai pouvoir. Ces endroits doivent être évités à tout prix, d'un point de vue moral, mais aussi pour des raisons de sécurité. Un site que j'ai trouvé intéressant mais pas particulièrement effrayant proposait des MacBook Pro retrouvés. Le site affirmait en avoir plusieurs centaines, vendus environ 300 € chacun. Il y avait une photo de 5 ou 6 Mac allumés avec un tas d'ordinateurs derrière. C'était probablement une arnaque, mais on ne sait jamais. Dans les commentaires, des utilisateurs disaient les avoir achetés et reçus, et que ça faisait des ordinateurs parfaits pour des activités sur le dark web. Un autre site vendait 2 Glock avec les numéros de série effacés pour environ 2000 €. Personnellement, je n'ai jamais rien acheté là-dessus, donc je prendrai la fiabilité de tous ces services avec prudence. Mon exploration du dark web était purement exploratoire et par curiosité. Un ami à moi peut attester qu'il a acheté de la drogue sur le dark web. Il achetait des pilules à prix réduit et les revendait sur le campus de son université avec un énorme profit. Ce qui me fascinait, c'était l'emballage dans lequel il lui envoyait les produits. C'était le camouflage criminel le plus perfectionné et le plus discret que j'ai vu.
Cela a commencé avec des brochures qu'il recevait par la poste, une chaque semaine. Je ne trouvais pas ça étrange, mais cela coïncidait aussi avec le fait qu'il avait tout le temps de la cocaïne. Quand je lui ai demandé, il m'a dit qu'il la commandait sur le dark web et qu'il aimerait bien me montrer. Il m'a donc emmené à l'arrière de son appartement et m'a montré une pile de brochures avec tout ce qu'on peut imaginer, de l'électronique, de l'immobilier, de la spiritualité et ainsi de suite. C'étaient des brochures très professionnelles, pleines d'informations réelles, avec des numéros de téléphone et des sites web différents pour chaque sujet. Ensuite, il m'a montré une petite ouverture spéciale à l'arrière, où il pouvait découper pour accéder à la poudre qui était stockée à l'intérieur. Quelqu'un lui envoyait de la drogue chaque semaine pour une petite avance qu'il payait chaque mois. Il m'a montré le site web et tout ce qu'on pouvait y commander. La fois suivante, il a commandé une double feuille de LSD, et elle est arrivée scellée dans une copie collector d'un vieux comic book. Honnêtement, nous étions déconcertés, car il n'y avait aucun indice dans l'enveloppe sur la manière de trouver le LSD. Ce n'est qu'en retirant le plastique et en feuilletant les pages plusieurs fois qu'on s'est rendu compte que la dernière page ne correspondait pas au reste du livre. C'était la double feuille de LSD, imprimée directement dans le livre, exactement au format de la couverture et tout. Mon esprit était soufflé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mon ami avait tout vendu en une semaine et préparait déjà son prochain achat. Après les sommets de la cocaïne et du LSD, il est passé aux pilules. Il disait qu'il y avait une grande offre groupée à prix incroyablement bas et qu'il voulait essayer. Quand les produits sont arrivés, j'ai tellement ri que je suis tombé par terre. Dans le colis, il y avait des distributeurs de bonbons Pez complètement scellés comme en magasin, dans du carton et du plastique. Il a arraché un distributeur et à l'intérieur, chaque distributeur était rempli d'une pilule différente. C'était de l'ingéniosité criminelle des plus brillantes. Cela a duré près d'1 an, une folle aventure qui semblait ne faire que grimper, si vous voyez ce que je veux dire. Mon ami a commencé à réaliser des bénéfices fous, commandant des kilos et des kilos de drogue chaque semaine. Rien n'était jamais négligé ou trop voyant. C'était comme découvrir une machine à argent, jusqu'au jour où tout s'est arrêté. Mon pote a passé ses commandes habituelles en grande quantité, a fait les paiements, mais rien n'est arrivé. Une semaine a passé, et toujours pas de ces fameuses enveloppes. Mon ami est devenu un fantôme, une coquille vide. Il n'a jamais voulu me dire combien d'argent il avait en jeu dans ses commandes non livrées, mais je dirais que cela dépassait les 110 000 €. Peu de temps après, le site qu'il utilisait a disparu du web, simplement. L'URL menait désormais à un écran noir. Il n'avait aucun moyen de faire appel de toute façon, mais cela semblait maintenant définitif, comme si tout était terminé. Il était pris au dépourvu. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose arrive dans sa boîte aux lettres. C'était une brochure pour une sorte de secte ou quelque chose dans ce genre. Tout était sous le thème de la fin des temps. La première page disait quelque chose comme « Nous sommes tous en grand péril », avec des mains jointes en prière. Il a interprété ça comme un signe du site annonçant sa fermeture et avertissant tout le monde de possibles dangers. C'était comme un message pour dire de régler les affaires en suspens ou de se débarrasser des preuves, parce que la fin approchait pour ce marché noir. Cela coïncidait avec un gros coup de filet sur Silk Road en 2013. Mon ami n'a jamais récupéré son argent, mais il n'est pas non plus allé en prison. Je ne peux pas dire ce qu'il a appris de tout ça, mais il doit sûrement y avoir une leçon quelque part.